tout instant passer avec lui une intensité exceptionnelle à travers ce parcours politique, et s'agissant de la vie en général, une saveur inimitable. Donc oui, je fais partie de ceux qui assument cette dimension nostalgique pour aujourd'hui et pour demain, et pour après-demain. Mais il ne faut pas la confondre non plus avec la curiosité. Et nous voyons que la curiosité n'est jamais rassasiée. Nous le savons bien, l'Institut Mitterrand, puisque nous sommes sans arrêt... nous rencontrons des demandes de chercheurs, d'analystes français, européens, du monde entier, qui reviennent sur tel ou tel aspect de ce parcours politique et humain considérable par la personnalité de François Mitterrand, considérable par l'époque qu'il a traversée. Donc c'est une curiosité qui ne s'éteint pas, qui est parfois critique, qui est parfois empathique simplement, qui est parfois approbatrice, ça dépend. Et ceux qui travaillent là-dessus sont certainement amenés à changer leurs analyses. Mais cette curiosité est puissante, elle est forte. Ce n'est pas exactement la même chose que la nostalgie personnelle. Tout ça est normal, tout ça est très vivant, très, très vivace. Mais la curiosité n'est pas suffisante et la nostalgie n'est pas une attitude politique. C'est pour ça que nous avons estimé nécessaire d'aller au-delà et que nous avons bâti ce projet à l'occasion du 30e anniversaire, pour éclairer, pour contribuer à éclairer. Ce n'est pas le seul colloque, il y a d'autres réunions, il y a d'autres colloques, il y a énormément d'émissions de télévision, certaines que nous connaissons, d'autres qu'on a appris comme tout le monde, parce que tout ça n'est pas coordonné en fait, c'est pas ordonné, et chacun saisit cette occasion pour dire ce qu'il a à dire, rappeler ses souvenirs, alimenter sa réflexion. Nous avons voulu éclairer ce qui s'était passé, d'où ce programme qui va nous amener, comme Michel Cotta déjà en disait un mot, toute la journée, essayer de comprendre ce qu'était le projet politique d'avant mai 81 et les forces en présence, ce qu'était la campagne présidentielle, sa dynamique, pourquoi, qui conduit à une victoire, et ce qui s'est passé après dans la dialectique de la victoire au changement, changement de la France, à travers un changement de la gauche, mais changement qui nous a changé. On n'a pas simplement changé la France. Ces événements nous ont changé à tout jamais. Et la France n'est plus la même après, la gauche n'est plus la même après, le Parti socialiste n'est plus le même après. Donc il y a toute une dialectique qu'il faut essayer de comprendre. Et nous verrons au cours de cette journée de grands acteurs, des acteurs de premier plan, qui ont même conquis une autorité, une dimension personnelle et politique extraordinaire, qui ont des choses à dire et dont le regard sera à chaque fois différent et très éclairant. Et d'ailleurs, pas que de gauche, mais aussi, bien sûr, beaucoup la gauche, de grands observateurs, de premier point, des témoins. Voilà qui va alimenter cette journée. Je souhaite que nous puissions le faire sans anachronisme. Il faut faire un effort aujourd'hui pour se rappeler quelle était la France et la psychologie française et la société française d'avant l'alternance politique. Qu'est-ce que ça voulait dire avant 81 qu'il n'y a pas eu d'alternance politique depuis 1958 ? Avant, c'est une autre histoire politique. Pourquoi ça paraissait inatteignable, infiniment désirable, presque insupportable à force d'attentes non satisfaites, d'espérances non concrétisées. Donc il faut faire un effort, il faut éviter l'anachronisme par rapport à ça et se rappeler d'une société, d'un rapport de force politique, notamment au sein de la gauche, puisque c'était là le verrou dont Mitterrand, par sa stratégie et sa tactique, a trouvé la clé. Bon, tout un effort aussi sur le plan international. À l'époque, on est encore dans le monde de la guerre froide, même si elle n'est pas violente. C'est encore le monde bipolaire avec les États-Unis, l'Union soviétique. C'est ça le cadre. Et quelque chose qui n'a peut-être pas été perçu à l'époque dans toute son intensité, c'est après le début de la dérégulation systématique du système économique et financier, entamé sous l'influence de l'école de Chicago, par Mme Thatcher d'abord, Reagan ensuite, et toutes les présidences américaines qui ont suivi, dans une sorte d'alliance Wall Street City, qui a dominé le monde. Donc François Mitterrand est élu, il est le premier président de gauche élu au suffrage universel en France, au moment où l'ensemble du système occidental part dans une direction qui est exactement opposée. Exactement opposée. Et peut-être que le rendez-vous de 83 n'aurait pas eu lieu à ce moment-là, ni sous cette forme, si le contexte général avait été différent. Donc il n'y a pas simplement
la question de la relance économique, puisqu'en 80, la plupart des économistes sérieux pensaient qu'il y aurait une relance de l'économie mondiale, qu'elle tirait l'économie européenne, donc française, et que par conséquent, toutes les mesures de justice sociale et de correction des inégalités qui ont été prises à juste titre en 80 allaient s'inscrire dans un mouvement économique qui allait porter cette politique-là, ce qui n'a pas été le cas. Donc on a réfléchi souvent au déphasage, au décalage qui nous crée la situation de mars 83. Mais il y a un autre phénomène plus vaste, qui est celui de ce contexte du monde occidental et de l'économie globale au début de cette régulation, que je voudrais rappeler parce qu'on ne le souligne pas assez. Je voudrais aussi qu'on mène ces travaux sans mimétisme. François Mitterrand, c'est l'homme, c'est le socialiste, c'est le premier secrétaire, c'est le candidat, c'est le président, et c'est le président de tous les Français. Donc il ne nous appartient pas à nous seuls, il n'appartient pas qu'aux socialistes, même s'il est fondamental dans l'histoire de la gauche. Il n'appartient pas qu'à la gauche, il appartient à toute la France, tous les Français. Et donc il appartient à personne, en réalité, en propre, en particulier, même s'il est une source d'inspiration sans fin, inépuisable, mais pas un modèle transposable. Et là, on tomberait dans une sorte de mimétisme simpliste si on se disait comment il a fait, on va faire pareil. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Presque aucun des éléments de contexte n'est comparable, en dehors du fait que lui, c'est lui et les autres, c'est pas lui. Bon, en dehors de la dimension personnelle et psychologique, il y a un contexte politique, économique, mondial, ça. Donc, je souhaite qu'à la fin de cette journée, on soit tous stimulés, enrichis, qu'on ait été passionnés. Je n'en doute pas, c'est ce qui va se passer par tout ce que nous aurons entendu, qui va nous conforter ou nous perturber, ou nous faire réfléchir, mais en nous projetant dans l'avenir, avec une référence François Mitterrand, son élection, la suite, dans lequel nous puiserons toujours quelque chose, mais rien ne ressemblera exactement à ce qui s'est passé avant. Donc, source d'inspiration, sans schématisme, sans simplisme, mais source d'inspiration qui n'a évidemment pas fini de nourrir nos réflexions, nos actions et notre travail politique. Bon travail. Merci Hubert Védrine. Donc la première table ronde de cette journée, dont je vous rappelle, elle est retransmise par Public Sénat, a pour sujet les forces et les projets politiques dans la période qui va de 1971, c'est-à-dire date de la conquête du Parti socialiste par la petite convention des institutions républicaines, qui va donc de 71 jusqu'en 81. C'est 10 ans pour lesquels Mitterrand avait dit « il me faudra 10 ans pour arriver au pouvoir ». Force en présence, paysage politique dans ces 10 dernières années, alliances et défaites, stratégie politique. Donc on va voir tout ça avec 4 acteurs majeurs de cette époque. Lionel Jospin. Lionel Jospin, vous avez rejoint le PS en 71, mais vous n'étiez pas au congrès d'Épinay. Vous êtes membre du comité directeur et du bureau exécutif du PS, puis secrétaire national chargé des affaires internationales. Vous devenez, après avoir été numéro 2 du PS en 79, vous devenez premier secrétaire en 81. J'ajoute, parce que c'est important dans ce qui va vous opposer, nourrir votre réflexion, que vous avez été chargé par François Mitterrand de faire le rapport sur le Parti communiste en 1975. Pierre Jox, vous êtes engagé auprès de François Mitterrand au moment de la création de la Convention des institutions républicaines. Vous avez intégré le comité directeur du PS en 71 et vous n'avez jamais plus quitté jusqu'en 81. Et j'ajoute que vous avez été élu de Saône-et-Loire en mars 73 et réélu en 77 et 78. Charles Fitterman, vous avez adhéré au Parti communiste alors très tôt, en 51. Vous êtes devenu secrétaire de Waldeck-Rochet, puis de Georges Marchais. Vous êtes député du Val-de-Marne de 78 à 81 et vous avez été un des 4 communistes à être entré au gouvernement de François Mitterrand en 81, ministre des Transports. Enfin, Alain Madelin, que je remercie particulièrement de participer à ce colloque, où il va être la voix de la majorité d'avant 81,
qui deviendra l'opposition ensuite. Vous êtes auprès de Valéry Giscard d'Estaing jusqu'en 81. Vous êtes avant plutôt dans des mouvements nationalistes, puis vous arrêtez votre action à un moment et vous rejoignez Valéry Giscard d'Estaing. Alors, avant de vous donner la parole, messieurs, pour 10 minutes, Jérôme Jaffray, qui était à l'époque directeur des études politiques de la Sofres et qui dresse l'état des lieux. 10 minutes pour toi, mon cher Jérôme. Merci. Eh bien, comme l'a dit Hubert Védrine, c'était un autre temps, un temps où la France n'avait pas connu l'alternance depuis 23 ans et où la gauche paraissait écartée du pouvoir dans le cadre des institutions de la Ve République, où le Parti communiste était encore une grande puissance politique qui comptait 20% des voix avant l'élection présidentielle de 1981, où le Front national comptait environ 1% des suffrages exprimés dans le pays, où 4 grandes forces politiques se partageaient à peu près également l'espace politique, le Parti socialiste, le Parti communiste, le RPR de Jacques Chirac, héritier des gaullistes, et l'UDF qui regroupait les centristes et les libéraux derrière Valéry Giscard d'Estaing, ce qu'on appelait encore la droite non gaulliste. Une époque où la polarisation politique et sociale était à son maximum. 70% des ouvriers à l'époque votaient pour la gauche au premier tour des élections dans ce pays, mais où chaque camp était profondément divisé entre la force descendante et la force montante, les communistes contre les socialistes et les chiraciens contre les giscardiens. Un autre temps où la politique suscitait encore l'espérance et le sentiment qu'il était possible de changer la vie. Alors je vous propose très brièvement de parcourir cet autre temps en revenant sur les 4 grands candidats de la présidentielle de 1981 et dans l'esprit de cette table ronde sur les rapports de force, les stratégies, les projets. À tout seigneur, tout honneur, François Mitterrand d'abord. Je crois qu'on peut dire que c'est une victoire qui vient de loin. Elle vient de la refondation du Parti socialiste au Congrès d'Épinay en 1971 et la réunification poursuivie aux Assises du socialisme en 1974 d'une stratégie claire, l'orientation à gauche et autant que possible l'union de la gauche, d'une nouvelle génération qui rejoint le Parti socialiste, ce qu'on appellera les Sabras dans les années 70, et l'implantation locale de ces nouveaux élus dès les municipales de 1977 et qui garderont leur mairie ou continuent encore de les garder d'ailleurs, aujourd'hui encore. Le Parti socialiste, dans cette période, gagne toutes les élections intermédiaires, il gagne toutes les législatives partielles, il a frôlé la victoire à l'élection présidentielle de 1974, il a été empêché de gagner aux législatives de 1978. On peut dire d'une certaine façon que la victoire de 1981 tombera comme un fruit mûr. Et pourtant, ce n'était pas une victoire acquise. Et rien ne serait pire que de considérer que parce que l'événement s'est produit, il était inéluctable. D'abord, propos iconoclaste que je me permets de tenir devant cette Assemblée, François Mitterrand, avant la présidentielle de 1981, paraissait archi-usé. Recordman du monde des candidatures à la présidentielle, comme le qualifiait Valéry Giscard d'Estaing pendant sa campagne, et avec derrière lui 6 défaites comme leader national de la gauche en 15 ans. 2 aux présidentielles, en 1965 et 1974, et 4 aux législatives, en 1967, 1968, 1973, 1978. La victoire n'était pas acquise parce que la gauche était profondément divisée à une époque où le Parti communiste était pratiquement encore aussi fort que le Parti socialiste. C'est seulement en 1978 aux législatives que pour la première fois depuis 1936, le Parti socialiste obtient plus de suffrages au premier tour de l'élection que le Parti communiste français. Le Parti communiste est violemment antisocialiste et violemment anti-Mitterrand. Dans ces conditions, on peut considérer qu'au second tour de la présidentielle de 80, il mènera une stratégie d'empêchement pour ne pas permettre la victoire de François Mitterrand et faciliter la réélection de Valéry Giscard d'Estaing. Précisément,
La victoire n'était pas acquise parce que Valéry Giscard d'Estaing dispose en 1980 et disposera jusqu'au bout d'une forte image personnelle. Certes, sa cote de confiance devient négative et tombe à 41% seulement en mars 1981, à un mois de l'élection, mais à titre d'exemple et par rapport à un successeur, c'est quand même 2 fois plus qu'aujourd'hui. La capacité à exercer la fonction présidentielle est davantage reconnue à Valéry Giscard d'Estaing, qui, il est vrai, occupe le poste, qu'à François Mitterrand, et ce sera vrai jusqu'au bout. Dans ces conditions, quel levier pour la victoire de Mitterrand? D'abord, résister, capacité de résistance à l'opinion et aux sondages. Les sondages qui font depuis 1978 et continuellement de Michel Rocard le candidat préféré, le candidat socialiste préféré pour l'élection présidentielle des Français et des sympathisants socialistes. Et on peut d'ailleurs se demander que se serait-il passé si Michel Rocard était allé jusqu'au bout et avait affronté François Mitterrand pour la désignation, comme le prévoyaient à l'époque les statuts du Parti socialiste, au vote des adhérents socialistes. Encore eût-il fallu que Michel Rocard ne prononçât pas le serment du Congrès de Metz, où il s'engageait à ne pas être candidat si François Mitterrand le serait. Donc on ne refait pas l'histoire. Résistance au procès permanent que mène contre lui le Parti communiste. Là, la victoire de Mitterrand s'inscrit dans la fidélité à la stratégie de la gauche. Il reste et veut rester le champion de la gauche, malgré ceux qui le presseraient de constater que le Parti communiste ne voulant pas l'alliance, il faut tourner le dos à l'union de la gauche. Son programme, ses 110 propositions, restent dans le droit fil du programme commun. Je n'y insiste pas, on y reviendra, je pense. Le talent de Mitterrand, c'est d'utiliser au maximum l'autonomie politique que confère l'élection présidentielle. À la différence des législatives, il ne s'agit plus de négocier des désistements, puisque chaque candidat éliminé doit se retirer. Il ne s'agit plus tantôt de voter pour un communiste, tantôt de voter pour un socialiste, mais partout pour le socialiste. Mitterrand joue au maximum de l'autonomie politique. Par exemple, la question des ministres communistes, qui avaient dominé les élections législatives de 1978, Mitterrand, superbement, la renvoie à l'après-présidentielle et à une négociation à mener entre les partis politiques après sa victoire et à un accord que devrait à ce moment-là conclure le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin, si le PC adopte l'attitude coopérative que pour le moment il n'a pas. La campagne de Mitterrand, si j'ose à nouveau être iconoclaste, elle n'est pas flamboyante, la campagne de 1980, à la différence de 1974, mais elle joue avant tout, je dirais, des erreurs, des divisions et des faiblesses des autres candidats. Un mot donc des autres candidats, d'abord de Georges Marchais. Le Parti communiste, incontestablement, est pris dans les tendances lourdes, et avec le recul des 30 ans pour le coup, et sans anachronisme, on voit bien l'inscription du déclin communiste dans l'histoire politique des démocraties occidentales. Il est pris au piège des institutions de la Ve République et de son refus de l'élection présidentielle ou de son mal-être à son égard. Mais j'y ajouterai quand même des erreurs de stratégie et de campagne et des incohérences assez lourdes. Marchais ne cesse de dénoncer Mitterrand. Voter pour lui, dit-il pendant la campagne, me poserait un grave problème. L'élection de Mitterrand serait un danger. Son bras droit, Charles Fitterman, ajoute « Élire Mitterrand, ce serait l'illusion du changement ». Mitterrand est accusé par Marchais d'être prêt à gouverner avec la droite, à s'entendre avec Giscard. Mais on voit bien les incohérences. Si Mitterrand est un danger, pourquoi avoir voté pour lui, appelé à voter pour lui et soutenu dès le premier tour aux 2 présidentielles précédentes? Mitterrand prêt à s'entendre avec Giscard, mais dès lors que la présidentielle oppose les 2 hommes, l'un des 2 restera forcément au tapis. Mitterrand illusoire et déloyal, mais alors pourquoi réclamer des ministres communistes s'il est élu président, comme le fait pendant la campagne le Parti communiste en permanence? Marchais se présente comme le candidat anti-Giscard, mais comme il ne peut pas et il ne prétend pas pouvoir être élu président de la République, c'est inviter les électeurs à trouver un candidat plus performant pour battre Giscard. Le bilan, on le connaît,
Un quart des électeurs communistes, dès le premier tour de la présidentielle, choisit de voter Mitterrand, qui d'ailleurs ne s'est pas privé, dans la dernière semaine, avec ses lieutenants, d'appeler au vote utile. De Chirac, très brièvement, on dit qu'il a fait la campagne de Mitterrand en 1981 et permis son élection. J'observe tout de même que c'est la campagne la plus à droite de tous les candidats en 1981, aux antipodes de la campagne et des projets de François Mitterrand. Le vrai programme de droite en 81, c'est Chirac. Je lis par exemple « Non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite ». Nous sommes début 1981. Suppression de la taxe professionnelle. C'est lui qui l'avait instaurée comme Premier ministre. Suppression de la taxe sur les plus-values. C'est lui qui l'avait fait voter avant de partir de Matignon. Réduction du temps de travail possible avec réduction concomitante du salaire. Arrêt de l'immigration. Cette campagne très à droite va lui permettre, lui, il mène la campagne flamboyante du premier tour et passe de 12 à 18% des suffrages exprimés durant la campagne. Finalement, d'ailleurs, le score qu'il fera à tous les premiers tours des élections présidentielles où il sera candidat. Est-ce à dire que les électeurs Chirac ont fait l'élection de Mitterrand au second tour ? Les sondages post-électoraux que j'avais menés à l'époque indiquent que 73% des électeurs Chirac ont voté Giscard, 16% ont voté Mitterrand, 11% se sont abstenus ou voté blanc ou nul. J'ai calculé que si les électeurs Chirac s'étaient reportés comme les électeurs Chaban en 1974, qui avaient permis l'élection de Giscard sur le fil, Mitterrand aurait quand même gagné avec 50,5% des voix, alors que finalement il a fait 51,8%, une élection plus serrée incontestablement, mais il est inexact de dire que les électeurs de Chirac ont fait l'élection de Mitterrand. Dernier mot, et sans être trop long, si vous m'y autorisez Michel Cotta, sur Giscard tout de même. Giscard, d'abord, il affronte, je dirais, la difficulté pour un président qui se représente en situation de crise. D'une France qui s'affole devant 1 700 000 chômeurs à l'époque. Il se heurte, disons-le tout net, à la cruauté politique de François Mitterrand, qui ne cesse de le qualifier durant toute la campagne de président finissant, qui dénonce le petit télégraphiste, le salaire de Varsovie, où Giscard était allé rencontrer Brejnev peu après l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques. Surtout, il y a le sentiment chez Giscard de sa grande supériorité personnelle, de l'idée qu'il a bien travaillé pour la France. Et d'ailleurs, l'un de ses thèmes favoris pendant la campagne, quand on relit les choses, c'est le programme électronucléaire, qu'il faut maintenir et qui est la grande chose de son mandat. Son programme est un programme technocratique assez haut. La lutte contre le chômage, je lis, c'est l'extension du champ d'action de l'UNEDIC à la prévention des licenciements. Et la lutte contre l'inflation, c'est la modération de la progression des rémunérations. À cela s'ajoute la perte du sens politique et du sens du contact et de la joute politique, après 7 ans passés à l'Élysée. D'abord, il y a la curieuse distinction entre le président qui n'est pas candidat et le citoyen candidat qui l'est. Jérôme, pour 3 minutes. 3 minutes. Merci. Il y a cette affiche qui laisse perplexe. Il faut un président à la France. Ah, bon. Il y a le refus des critiques. Il dénonce le cœur des 9 pleureuses que seraient les 9 autres candidats. Et 2 étonnantes déclarations que je vous lis. D'abord, la défense, la politique étrangère et l'emploi devraient échapper à l'affrontement des partis, déclare Giscard en pleine campagne. Mais alors de quoi parle-t-on ? Le plus grave échec de mon septennat, déclare-t-il en mars, c'est de ne pas avoir pu régler le problème de l'emploi. Là, il faut bien dire que le président non candidat n'a pas dû aider le citoyen candidat. Giscard comptait dans l'entre-deux tours sur la peur suscitée par le Parti communiste et une terrible pression des communistes pour empêcher la victoire de Mitterrand. Mais la donne politique a changé. La baisse brutale du PC, les 10 points d'avance de Mitterrand sur Marchais, un Mitterrand qui talonne Giscard au soir du premier tour, font que les attaques de Giscard pendant tout l'entre-deux tours pour dénoncer le marxisme et le collectivisme, comme en 1974, ou dire que les Français risquent d'avoir le choix, si Mitterrand est élu, entre le désordre socialiste et l'ordre communiste, tombent à plat ou paraissent irréels. Le résultat du 10 mai, on le connaît. 51,75% des Français, suffrages exprimés, choisissent François Mitterrand, 48,2% Valéry Giscard d'Estaing. C'est un choc immense dans le pays, parce que
Dans l'entre-deux tours et à quelques jours du second tour, il n'y avait encore que 25% des Français pour croire que Mitterrand allait gagner. Dans l'entre-deux tours, après les résultats du premier tour. C'est la terrible désillusion des électeurs de Valéry Giscard d'Estaing. 70% se déclareront surpris après le vote par ces résultats. C'est le grand bonheur des électeurs de gauche qui, depuis 23 ans, attendaient l'alternance. Et c'est pourquoi, finalement, le 10 mai continue d'être aussi présent dans notre mémoire collective. Je vous remercie. Merci, Jérôme. Merci. Merci pour cette mise en perspective. Alors, du coup, la première question que j'ai envie de poser, elle s'adresse à vous, Alain Madelin. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont cru que Valéry Giscard d'Estaing, a cru jusqu'au bout que Valéry Giscard d'Estaing allait gagner et que la campagne sur le collectivisme était justifiée? D'abord, je suis flatté de représenter à moi tout seul le camp des vaincus. Non, moi, vous êtes rattrapé depuis. J'étais déjà un petit vilain petit canard à l'intérieur du camp giscardien. J'étais vraiment persuadé qu'on allait perdre. Et je tenais même un petit journal au jour le jour, qui était la chronique d'une défaite annoncée, pour deux raisons. D'abord, parce que je pense, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit tout à l'heure, que de 74 à 80, il y a une continuité sans doute qui a été ressentie à l'intérieur du Parti socialiste. Mais pour l'observateur extérieur que je suis, le Mitterrand de 81 n'est pas le Mitterrand de 74. La situation de la gauche n'est pas la même, vis-à-vis du Parti communiste, bien évidemment. Certes, il y a le programme commun. Il n'y a pas tout à fait continuité par rapport au programme commun. Si ma mémoire est bonne, début 80, le Parti socialiste a eu un programme qui, lui, était très en continuité avec le programme commun. C'était Jean-Pierre Chevènement, de mémoire, qui en avait été le rédacteur, qui était... Mitterrand l'avait dénoncé en disant l'influence des crypto-communistes sur l'intérieur du Parti socialiste. Mais les 110 propositions sont très atténué par rapport au programme commun de 1974 et par rapport même au programme du Parti socialiste de 1980. Je suis de ceux qui, depuis j'ai mûri, hein, rassurez-vous, mais j'attachais beaucoup d'importance au programme. Je pensais que les hommes politiques étaient tenus par leur programme et qui s'impliquaient dans leur programme. J'ai constaté que ce n'était pas tout à fait vrai, mais donc j'ai ce souvenir très précis de l'analyse des propositions que je faisais au siège de la campagne. Je m'occupais rue de Marignan, bien nommé, je m'occupais les argumentaires, le programme et les publications. Donc je décortiquais ça et je voyais bien la différence. Donc pour moi, il n'y a pas continuité entre les deux. Il y a assurément incroyable, superbe de Valéry Giscard d'Estaing et de ceux qui l'entourent. Moi, je ne suis pas à l'Élysée, hein, je suis rue de Marignan, mais à l'Élysée, les gens sont absolument persuadés que l'élection est une formalité. Et on parle des prochaines municipales. Qu'est-ce qu'on va faire? Partir les places, etc. etc. Donc, Giscard est en décalage par rapport, à mon avis, à la réalité. Et il y a deux événements qu'il mésestime, à mes yeux. Le premier, c'est bien sûr le divorce avec Chirac. Je me souviens d'un de mes amis en 76 qui m'avait dit « Alain, tu sais ce qui est en train de se passer ?» Je ne sais pas qui a tort et qui a raison, c'est comme dans les divorces entre Chirac et Giscard, mais ça va amener la gauche au pouvoir. Ce n'était pas si mal vu. Hein. Et puis deuxièmement, le fait que Giscard, au lieu peut-être de tirer le bilan de cette rupture avec Chirac, qui d'une certaine façon le paralyse pendant son mandat, ou en tout cas ne lui permet pas d'être autant le président du changement qu'il l'aurait voulu. Je me souviens d'un sujet très précis. Moi, en tant que libéral, je suis partisan de la liberté de la télévision, même de la liberté des radios. Mais la liberté de la radio, elle est vécue par le gouvernement et par les gaullistes de l'époque comme étant, au fond, la chienlit gauchiste à qui on va donner les ondes. C'est absurde. Je me souviens même d'ailleurs, pour la petite histoire, avoir soutenu à l'époque contre Giscard Mitterrand dans l'affaire de Radio Riposte, parce que pour moi c'était une liberté fondamentale. Et au lieu de, peut-être je termine, de se présenter comme étant le président du vrai changement, comme il l'avait été en 1974, disant je n'ai pas pu aller au bout du changement que je vous avais promis, mais maintenant je me représente devant vous et puis j'aurai mon indépendance politique, ma force politique et je serai le président de ce nouveau changement. Il se présente comme il faut un président à la France.
la continuité. Et c'est ça qui me fait penser qu'il y a une faille dans le dispositif giscardien. Juste un dernier mot. J'ai toujours été convaincu, pour ma part, que dans l'histoire de France, vous avez deux figures. J'avais appris ça de mon vieux maître Bertrand de Jouvenel, du pouvoir de la souveraineté. Il y a deux... Et Bonaparte au pont d'Arcole, le président qui entraîne, ou Saint-Louis sous son chêne, le président arbitre. Et l'histoire de France hésite toujours entre ces deux figures, l'une ou l'autre. Et la Constitution permet à l'une ou l'autre forme du président d'exister. 74, Giscard, le président du changement. Le président de la continuité du peuple de droite, ça n'a pas de sens, la droite est divisée. Mitterrand, après l'aspiration populaire à l'alternance, qui était normale, il est le président du changement. Et Mitterrand se fera réélire d'ailleurs après comme Saint-Louis. Hein, il n'est plus Bonaparte du peuple de gauche, il se fera élire comme Saint-Louis. Vous pouvez appliquer ça à beaucoup d'élections, vous verrez que c'est une bonne grille de lecture. En tout cas, Giscard, qui veut être à nouveau le président de la continuité en oubliant la force du changement qu'il a pu représenter à un moment donné, c'était à mes yeux une erreur de campagne. Voilà pourquoi je vis cette campagne électorale dans mon petit coin en attendant Godot, la victoire de la gauche. Merci Alain Madelin. Alors Lionel Jospin, vous, la stratégie de 71 à 81, vous y êtes associé d'abord en 75 en faisant ce fameux rapport sur le Parti communiste. Comment est-ce que vous voyez l'évolution entre 71, date, alors pas l'évolution programmatique, hein, ça on verra ça avec Pierre Joxe, mais l'évolution de la stratégie? Oui, je laisse donc à Pierre Joxe le soin de parler de la confrontation des projets, et moi j'évoquerai le rapport des forces politiques, en disant d'abord, comme Jérôme Jaffray l'a fait, qu'il n'y a pas à l'époque à parler de l'extrême droite, qui est politiquement marginale et qui n'aura d'ailleurs pas de candidat en 1981. Donc si on s'en tient à la confrontation entre la droite et la gauche semble forte. D'autant plus forte que la gauche est ouvertement divisée par la querelle PS-PC et son principal candidat, Valéry Giscard d'Estaing, président sortant, est donné par tous avant la campagne favori. Mais sous cette apparence, la réalité est plus complexe parce que le couple qui s'est constitué en 1974 dans l'exécutif avec le président Giscard et le Premier ministre Jacques Chirac n'a pas fonctionné et s'est cassé en 1976. D'autre part, le président de la République, en 1974, n'a pas dissous l'Assemblée nationale après son élection pour se construire une majorité parlementaire qui lui soit propre. Et il ne domine donc pas la majorité parlementaire de l'époque. François Mitterrand aura cette leçon à l'esprit. Enfin, l'unification politique et idéologique de la majorité pendant ces 10 ans ne s'est pas faite. Valéry Giscard d'Estaing n'a pas recomposé la droite à son profit en marginalisant les forces issues du vieux gaullisme. Du coup, la droite va partir, elle aussi, divisée à l'élection présidentielle, avec 2 candidats forts, le président et l'ancien Premier ministre, l'un qui représente l'aile libérale et modérée, l'autre qui a pris le contrôle de l'aile post-gaulliste et autoritaire. Il y aura même en plus le représentant de la fidélité à l'orthodoxie gaulliste, Michel Debré, et une candidate déçue par l'opportunisme de Jacques Chirac, Madame Marie-France Garot. À ces divisions s'ajoute bien sûr l'usure du pouvoir. La droite dirige le pays depuis 23 ans et l'impact négatif sur l'opinion d'une conjoncture économique et sociale extrêmement difficile. Le mécontentement existe et la tentation du changement peut naître. Or, en face, la gauche a changé, on l'a déjà dit, depuis 1974. Le rapport de force entre le Parti socialiste et le Parti communiste s'est modifié à la fois quantitativement et qualitativement.
quantitativement, le PS a pris progressivement le pas électoral sur le Parti communiste. En 1971, il était nettement derrière. En 1973, aux législatives encore. En 1974, les deux partis évitent de se compter, sans doute, dans l'intérêt communiste. Et c'est seulement en 1978 que le Parti socialiste prend le pas aux élections législatives sur le Parti communiste. Certes, le PS ne peut encore se comparer par le nombre de ses militants, par la force de son organisation, par ses ressources financières au Parti communiste. Mais il s'est lui-même, pendant toute cette période, sous l'impulsion de François Mitterrand, mais avec une équipe d'hommes et de femmes qui l'ont entouré, profondément modifié. La SFIO endormie s'est transformée en un parti, celui d'Épinay, vif, actif, composé de militants présents. Il a remporté de significatives victoires locales, notamment aux élections municipales de 1977. Il est de plus en plus présent sur le terrain, dans les villes et dans les quartiers, mais aussi sur les lieux de travail. Enfin, le rapport de force entre les socialistes et les communistes s'est modifié qualitativement sur 3 points. D'abord, la question de l'identité idéologique de chacun, ensuite celle du leadership, enfin celle de la stratégie politique. L'identité du PS s'est affirmée pendant toute la période. Il est reconnu comme une force originale à cause de sa stratégie d'union avec un parti communiste puissant, mais il est reconnu aussi au sein de la famille social-démocrate. Tous les grands leaders de l'époque, Willy Brandt, Bruno Kreisky, Olof Palme, Mario Soares, Felipe González, traitent Mitterrand comme un de leurs pairs. Membre reconnu de l'IS, le PS a forgé une identité propre, plus audacieuse, plus unitaire, moins atlantiste que celle des autres partis sociaux-démocrates. L'identité du PS, au contraire, s'est figée. Il avait semblé vouloir bouger sous la direction de Waldeck-Rochet et être prêt à troquer son confort solitaire de premier parti ouvrier de France pour une alliance ouverte avec le PS. Mais avec son successeur Georges Marchais, il ne stoppe son évolution. Il ne prend pas ses distances avec l'Union soviétique, dont la politique extérieure et le modèle intérieur sont de plus en plus contestés. Il ne change pas la forme autoritaire et centralisée de son organisation de parti. Son image, dans l'opinion et même dans la gauche, se dégrade. La comparaison des deux leaders sur la question du leadership tourne à l'évidence à l'avantage du Parti socialiste. Sans doute à cause des données institutionnelles qui font qu'on acceptera mieux un président socialiste qu'un président communiste, mais aussi parce que la personnalité de François Mitterrand domine largement celle de Georges Marchais comme leader de la gauche et comme possible homme d'État. Enfin, sur la question stratégique, un renversement s'opère. Et la question de l'unité va être capitale dans cette élection présidentielle. Au début des années 70, c'était un des thèmes favoris du PC. Après l'acceptation de l'alliance par le PS, l'union de la gauche était un thème partagé et elle était devenue une espérance formidable dans les milieux populaires. Or, le PC rompt avec cette stratégie, en tout cas au niveau national, à partir de 1975. Ce qu'il espère ne se produira pas. Le PS ne se tourne pas vers le centre ou la droite, mais affirme clairement sa fidélité à la stratégie d'unité. Le PS va retirer de cette situation qu'il n'avait pas voulu un double avantage. D'un côté, pour une partie de l'opinion, il va apparaître comme davantage émancipé à l'égard du Parti communiste et le vieil argument anticommuniste va donc perdre de sa force. De l'autre, et notamment pour l'opinion de gauche, le PS est crédité d'être resté fidèle
à la volonté de rassemblement de la gauche. Le talisman de l'unité est passé de son côté. En réalité, sans le savoir vraiment, parce que nous craignions à l'époque les effets négatifs de la division de la gauche et que les défaites antérieures qu'on a évoquées nous faisaient peut-être surestimer la droite, le PS et son leader, François Mitterrand, étaient en position assez favorable à la veille de la présidentielle de 1981. Le premier tour, le 26 avril, l'indiquera. François Mitterrand n'est pas très loin du score de Valéry Giscard d'Estaing et il devance largement Georges Marchais. Le second tour, le 10 mai 81, le confirmera. François Mitterrand est élu à la présidence de la République. Le 21 juin, les socialistes qui ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale et la gauche gagnent les élections législatives. Des ministres communistes rentrent dans le premier gouvernement de la gauche sous la Ve République, dirigé par Pierre Mauroy, qui vient de nous rejoindre. Mais ce gouvernement est à direction socialiste. Quelque chose vient de se sceller et une nouvelle histoire commence. Merci Lionel Jospin. Alors, Pierre Jox, donc vous êtes en quelque sorte passé du programme commun aux 110 propositions. Si je résume ce que vous avez fait programmatiquement pendant cette période, est-ce que je résume trop? Et dans quelle direction vous êtes vu lancer dès le début, après la rupture du programme commun? Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à propos de quelqu'un d'autre, Mitterrand ne croyait pas au programme. Il n'en voulait pas. Il a dû s'en accommoder. Il faut que vous preniez votre micro. Oh, vous m'entendez là-bas? Non, mais pas à la télévision. Pas à la télévision. À la télévision, mettez-moi un support de micro, alors. Voilà. Je n'ai pas l'habitude des micros qu'on transpire. Je ne peux pas tenir mon micro. Non, mais ça va. Donnez-moi un support. Non, comme ça va. Ça va comme ça. Donc, il n'aimait pas les programmes, il n'en voulait pas. C'est contraint et forcé par Chevènement, il faut dire, qu'il est entré dans la mécanique infernale des programmes. Car au fond, ce tempérament, c'était 65. 7 options, 28 propositions. C'était quelques orientations, quelques thèmes, quelques idées forces. Et finalement, on a construit un programme, puis un autre, avec les communistes, d'abord entre nous, socialistes, ensuite avec les communistes, ensuite avec un parti communiste qui s'est écarté, on a refait les 110 propositions, et en fait, on est passé du programme aux propositions. Finalement, Mitterrand a gagné. On avait des programmes et on est arrivé à des propositions. C'était la même orientation politique, mais ce n'était pas la même formulation. Le plus intéressant, parce que les commémorations, c'est agréable, c'est intéressant, surtout pour retrouver des vieux amis, mais ça peut servir à préparer l'avenir. C'est que dans les discussions programmatiques que nous avons eues, entre nous d'abord au Parti socialiste, avec les communistes dans différentes phases, il y avait d'abord les désaccords entre socialistes. Il y avait aussi des désaccords à l'intérieur des communistes sur certains points. Sur les nationalisations, la tension était très forte au sein du Parti socialiste. Sur les questions qui ont été fondamentales dans les discussions avec le Parti communiste, les nationalisations, l'arme nucléaire, la politique internationale, qu'il s'agisse de l'atlantisme ou de l'Europe, les institutions, ce sont des discussions internes au PS qui ont été pour nous beaucoup plus vivantes une fois que la décision a été prise. À l'époque, quand les décisions étaient prises au Parti socialiste et dans les groupes parlementaires, elles étaient appliquées. C'est une époque qui a un peu changé, je sais. Mais les vraies discussions, nous ne les avons pas eues. Parce que quelqu'un, je crois que c'est Hubert Védrine qui disait en 83, on pensait qu'en 83, il allait se passer le contraire de ce qui s'est passé dans le domaine macroéconomique. C'est qu'à l'époque, on ne savait pas encore qu'on ne sait jamais rien. On n'avait pas encore assimilé l'idée que les prévisionnistes en matière économique se trompent toujours lorsqu'ils formulent des propositions et ne sont pas écoutés lorsqu'ils sont assez prudents pour expliquer qu'on ne peut pas faire de prévisions. Et une des choses les plus importantes, c'est qu'on n'a jamais discuté dans le cadre du Parti socialiste, ni après ça avec les communistes, des hypothèses telles que, par exemple, qu'est-ce qui se passe si les évolutions macroéconomiques sont tout à fait contraires à ce qu'on espère?
Qu'est-ce qui se passe si ce qu'on appelle aujourd'hui la crise pétrolière se révèle n'être pas du tout une crise, mais un mouvement complètement nouveau? Qu'est-ce qu'il se passe si, loin de considérer que 1 million de chômeurs, c'est une cime indépassable, on doit envisager, on doit imaginer les mécanismes économiques, sociaux, financiers, pour le cas imprévisible, incroyable, impensable, où on serait destiné, où on devrait envisager d'avoir à faire face dans un pays comme la France à 2 et puis peut-être à 3 millions de chômeurs. Ces questions n'ont jamais été envisagées. Il faut bien voir que la gauche au pouvoir, c'est un miracle politique, ce n'est pas le résultat d'une programmation, d'une programmatique. C'est le résultat d'abord d'un rejet d'une politique réactionnaire qui durait depuis des années. C'est le résultat aussi de quelques orientations. Et là-dessus, Mitterrand avait, je crois, assez raison. Dans les discussions que nous avons eues avec les communistes, nous avons revécu les discussions que nous avions eues entre nous sur les nationalisations. Personnellement, j'étais pour un programme de nationalisation limité, avec une procédure prenant les prises de participation majoritaire et des modes d'indemnisation qui devaient nous permettre de passer outre au Conseil constitutionnel. Nous avons eu un programme de nationalisation maximum grâce à Chevènement, à toi aussi, il faut dire. Nous avons eu un programme de nationalisation à 100%. François Mitterrand, il faisait ce qu'on lui laissait faire, quoi. Hein, faut dire, bon. Un programme de nationalisation indemnisé à un taux maximum. Quand le Conseil constitutionnel l'a annulé, j'ai suivi cette question de l'intérieur, car à l'époque, mon père était indigné, d'ailleurs, par ce qui s'est passé en matière d'indemnisation des nationalisations. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans les conséquences de l'indemnisation des nationalisations suite à la décision du Conseil constitutionnel. Bon. Sur l'arme nucléaire, nous étions aussi divisés entre nous. Il y en avait qui étaient pour la fin de la stratégie anticité. Quand nous avons discuté avec les communistes, c'était une décision qui avait été tranchée chez nous, qui a été tranchée chez vous ensuite, avec vous plutôt, dans des conditions assez cocasses. Elles étaient au fond assez grammaticales. Je me rappelle les débats que nous avions. Est-ce que l'arme nucléaire, Mitterrand disant pas désarmer la France, les communistes étaient d'accord là-dessus. Mais sur l'arme nucléaire, on la maintient en état ou en l'état. Si on la maintient en état, c'est qu'on entretient sa bagnole, on l'huile, on met un peu on nettoie les carreaux. Si on la maintient en l'état, c'est-à-dire par rapport aux capacités stratégiques mondiales, on va accroître ses capacités technologiques, etc. On a passé des heures sur ce L'. Quand on raconte ça à des étudiants aujourd'hui, ils ne comprennent rien, mais c'est vrai. Politique internationale. Nous avons beaucoup parlé de politique internationale et nous étions entre nous divisés sur les questions par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'atlantisme, par rapport aux États-Unis, ou sur l'Europe. Nous étions divisés entre nous. Et nous avons retrouvé les mêmes divisions dans les discussions avec les communistes. Mais nous n'avons jamais posé la question de savoir quand, et est-ce que, et si, et comment l'Union soviétique peut, non pas s'écrouler, mais perdre sa position de leadership. C'est quelque chose que nous pouvions espérer. À l'époque, je me rappelle, j'ai eu des accords avec Mitterrand sur les rapports à avoir avec les partis communistes des pays d'Europe centrale. Parce que, quand je les connaissais un peu, je pensais que c'est de l'intérieur de l'Empire soviétique et de l'intérieur des pays communistes que viendraient les fissures du système. Mais nous n'avons pas envisagé ça. Pourquoi? Parce que c'était une opposition tellement frontale et qui était quand même beaucoup plus militaire que diplomatique. Rappelez-vous l'affaire des SS-20. Donc on avait une vision schématique, brutale, qui était imposée par les circonstances. Nous n'avons pas fait de prospective sur ce plan, ni sur l'atlantisme, ni sur l'Europe. Donc les programmes que nous avons élaborés étaient des programmes